Bonsoir tout le monde, merci Laurent et merci à tous d'être là et bienvenue dans ce dernier Proxy Mondays pour la première saison. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Zeri Houssem, consultant en sécurité des systèmes d'information chez Proxiad depuis à peu près 1 an et je travaille principalement sur la sécurité applicative et les tests d'intrusion. Donc la présentation d'aujourd'hui, c'est sur la sécurité applicative et qui dit sécurité applicative dit top 10 de l'OWASP. Et donc, j'ai un petit bonus à la fin à vous montrer. Donc, il s'agit d'une démonstration technique pour exploiter une combinaison de 2 vulnérabilités. OK, donc pour le sommaire, je vais commencer par définir déjà qu'est-ce que c'est l'OWASP avec un petit peu d'historique. Ensuite, je vous montrerai ce qui a changé entre les 2 versions, surtout la raison de ce changement dans la liste de top 10 de l'OWASP. Après, je vais présenter le top 10 de l'OWASP, qui est le sujet de cette présentation, donc vulnérabilité par vulnérabilité. Et on va voir ensemble comment peut-on détecter si mon application est vulnérable, et si c'est le cas, comment faire pour corriger cela. Donc à la fin, nous allons finir aussi par la présentation, par une démonstration technique. On va utiliser une application vulnérable. On va voir ensemble comment nous pouvons avoir une sorte de données confidentielles en combinaison de vulnérabilités qui seront le SSRF et le XXE. Et voilà. Donc c'est parti. OWASP pour Open Web Application Security Project. C'est une fondation open source qui travaille à l'amélioration de la sécurité des applications web. Donc la fondation OWASP est la source qui permet aux devs et aux spécialistes de sécuriser le web. Donc l'idée originale de Top 10 de l'OWASP était un élément de sensibilisation à la base, et non pas un standard en fait. La première version avait démarré en 2004, c'était juste Top 10 de l'OWASP, et depuis cette date-là, la fondation OWASP avait essayé de mettre à jour ces 10 vulnérabilités tous les 3 ans. Ce qui s'est passé en 2007, en 2010, en 2013, pardon. Et la prochaine version était censée sortir en 2016, mais une grande partie de l'équipe de l'OWASP qui travaillait à ce projet, ils sont partis à cause des problèmes que j'ignore. Et donc, du coup, la version est sortie en 2017. Donc, voilà un petit peu d'historique. Maintenant, on va voir ce qui a changé entre les 2 dernières versions de l'OWASP, donc 2013 et 2017. OK. Donc, on sait très bien, dans le monde de dev, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il existe un nouveau framework, que ce soit JavaScript ou n'importe quel langage. Par exemple, en JavaScript, il y avait avant le jQuery, puis Angular, et maintenant il y a React. Et donc, on ne peut pas rester une seule semaine sans avoir de nouveaux plugins, nouveaux frameworks, etc. Donc, tout cela amène à quelque chose de très important, c'est que la logique du métier est en train de changer du serveur vers le client. Et voilà, je ne pense pas personnellement que c'est une mauvaise chose. Justement, le problème, c'est comment pouvons-nous sécuriser cela? Et je pense que les anciens top 10 de l'OWASP n'ont jamais envisagé cela, enfin le changement du côté client vers le côté serveur. Et la nature des applications, justement, change. Et donc, par conséquent, les risques, ce sont que nous considérons comme les 10 choses les plus critiques. Ça, c'est selon l'OWASP. Mais aussi, un point très important, que tout le monde aussi va dans le cloud en ce moment et cela rend encore plus difficile la tâche pour les experts de la sécurité. Donc, si on regarde bien la différence entre les 2 versions de l'OWASP, 2013 et 2017, j'aime beaucoup ce diagramme parce qu'il nous donne une bonne représentation d'un tas d'éléments qui ne changent pas en fait. Certaines choses diminuent en termes de risque, nouvelles vulnérabilités qui apparaissent, etc. Donc voilà, ces changements reposent justement sur des jeux de données en fait du monde réel, ce qui ça veut dire que les gens trouvent réellement comme vulnérabilité. Statistiquement parlant, je vais regarder mes notes, on va dire 114 000 applications ont été testées pendant 4 ans pour avoir la liste de top 10 de l'OWASP de 2017 en fait. Et si on regarde un peu l'image, on peut voir que l'injection a gardé la première place ici. En fait, ça a été toujours comme ça. Ça n'a pas changé depuis 2010, je pense. Moi, je l'appelle le Messi des vulnérabilités. C'est une blague pour les fans de foot. Après, il y a le XXE, il y a le journalisation et surveillance insuffisante. Et à la sérialisation non sécurisée qui sont sortis en 2017 et qui n'étaient pas dans la liste de 2013.
Ok, donc là, c'est parti pour le top 10 de l'OWASP. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, certaines vulnérabilités vont être familières pour vous. Ce sont des vulnérabilités que vous avez vues auparavant ou même entendu parler. Certaines sont nouvelles, donc voilà, passons en revue de cela. Et commençons déjà par le Messi, l'injection. Et comme j'ai dit, l'injection, ça a été toujours numéro un depuis longtemps. Et donc, la question qui se pose ici, c'est que elle existe depuis longtemps. Pourquoi ça n'a pas été encore fixé? Pourquoi cela existe toujours? Bah, la réponse est simple, c'est beaucoup plus complexe que vous le croyez, pardon. En fait, nous avons besoin des frameworks pour faire en sorte que le programme ne compile pas. Si on obtient une analyse statistique de code, il semble que nous avons des injections SQL. Mais la façon dont nous utilisons pour corriger ça, c'est les compilateurs et les frameworks. Et donc, nous avons de très très bons moyens pour ça. Je vous donne un exemple, Entity Framework dans .NET. Et les devs aussi ont déjà appris pas mal de techniques pour sécuriser leur code contre les injections SQL. Mais après, il y a NoSQL qui arrive. Et là, nous avons une nouvelle catégorie d'injection. Donc, voilà. Ok, donc pour remédier à cela, j'ai mis comme mesure de remédiation les validations des entrées avec des whitelist, blacklist, l'utilisation des API, la revue statique et dynamique de code, etc. Ok, donc là, le numéro 2, c'est Broken Authentication. Donc, je vais essayer de résumer en une seule phrase. Nous, les humains, nous sommes terribles avec les mots de passe. Je pense que si l'injection n'était pas le numéro un, cette vulnérabilité aurait été numéro un depuis très longtemps. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les gens réutilisent leur mot de passe partout. Et pour corriger cela, il faut soit faire en sorte que les mots de passe ne soient pas réutilisables, ce qui est impossible, ou rendre le mécanisme d'authentification moins vulnérable. Donc, lorsque nous parlons d'authentification, il y a deux choses qui entrent en jeu. La première, c'est que le comportement humain. La deuxième, c'est les personnes qui construisent les systèmes. Commençons par le comportement humain, parce que je ne pense pas que ça va être changé. La population entière ne va pas adhérer à une politique de mot de passe complexe. Un simple exemple, si je vous demande d'utiliser un mot de passe simple de type password ou 1, 2, 3, ben, tout le monde va le faire sans aucun problème. Et la solution, selon moi, c'est l'anti-automatisation. Je vous explique ça plus tard. Ok, donc je ne suis pas sûr qu'on peut empêcher les attaques de phishing, c'est quasiment impossible. Mais lorsque les hackers essaient des dizaines de milliers de comptes valides, il faut savoir comment résoudre ça. Et c'est différent du fait de blocage de personnes parce que elles ont essayé un mauvais mot de passe pendant 5 fois. En fait, la sécurité, ça reste un problème humain, pardon. Et ce n'est pas un problème d'outils spécifiquement pour l'authentification. Et la meilleure solution, à mon avis, c'est d'aider les gens à utiliser un bon mot de passe sans que ça soit trop difficile. Donc, il y a un site qui s'appelle iBeanPoint qui permet de voir si votre mot de passe a été hacké ou pas, entre parenthèses. Je vous le recommande tous d'utiliser pour le choix de mot de passe. Donc, ici, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ici, ça le site. Ici, je vais par exemple mettre mon mot de passe et voir si ça a été acquis ou pas. Hop. Alors, par contre, on ne voit pas à l'écran si tu le partages. Ah, ok. Vous voyez pas l'écran? Non, non, non. Là, on est resté sur ton PowerPoint. Je sais pas comment faire. Oussem, tu as certainement dû partager uniquement le PowerPoint et pas l'écran. Ah, ok. J'arrête le partage et je refais. Ok. Je vais arrêter et je vais. Ah, non, je peux pas. Tu me redonnes l'accès, s'il te plaît, Laurent, pour partager encore l'écran? Parce que là, je clique, j'arrive pas à partager. Euh...
Ouais, Oussem, Bon, essaye de regarder pour partager l'écran. ok. Parce Si tu qu'il me partages. dit l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Alors, attends. Vas-y, réessaye. Ok, On partage ton écran. je crois que c'est bon là. Et je fais... Petite interlude publicitaire. ok, Là. ok. C'est bon là, C'est vous bon. voyez mon écran? Ouais, c'est bon, on voit ton écran. Ok, donc j'ai essayé le mot de passe. Enfin, je vais essayer mon mot de passe pour voir si c'est pertinent ou pas. Donc là, et oups, je vois que mon mot de passe a été hacké 2 millions de fois. En fait, non, j'ai juste mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais voilà, c'est un site pertinent pour tester vos mots de passe. Là, je vais mettre mon vrai mot de passe. En fait. Quand tu veux dire hacker, c'est bien qu'il a déjà utilisé 2 millions 500 Oui, 000 fois. oui, has been seen, enfin, a été utilisé 2 millions de fois avant ça. J'ai Ouais, juste quand mis même. en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, Ouais, d'accord, ouais. Ouais, là, tu as pu écrire 2 millions, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, Ok. c'est mon mot de passe. Donc, vous voyez que voilà, aucune pointe a été. Ok. Ok. Là, je reviens sur la Alors, moi, présentation. je pose une question, Mhm. hein, après tout. Hein. Et comment ce site arrive à récupérer tous les mots de passe qui sont saisis? Bah, parce que ça a été publié sur des sites, enfin sur GitHub, la liste des mots de passe par défaut des routeurs, des suites, enfin des comptes, Ah ça a ouais, carrément. ça a été publié aussi sur le dark web, justement, enfin des mots de passe qui ont été hackés et uploadés vers le site comme ça communautaire. Donc que les hackers généralement utilisent pour partager des ressources entre eux. Ok. Ok, Ok, merci. donc je disais voilà donc ce site qui permet de voilà vérifier la pertinence de votre mot de passe. Et donc, comme je dis toujours, il y a toujours des solutions pour les problèmes. Et je pense qu'on devrait penser à changer nos politiques de mot de passe qui reposent justement sur la complexité parce que c'est trop dur à mémoriser et la remplacer par une stratégie plutôt qui repose sur la longueur. Je vous donne un très simple exemple d'un mot de passe. Je refais le test. Je vais mettre mon mot de passe est fort. C'est une phrase très facile. Mon mot de passe est fort. OK. On voit très bien que ça n'a jamais été hacké. Donc voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer que la longueur d'un mot de passe, où on écrit des phrases, c'est beaucoup plus pertinent qu'on produise des mots de passe avec voilà, des caractères spéciaux. Après, on va pas se souvenir de ça en fait. Juste, utilisez pas ce mot de passe, c'est juste un exemple. Ok. Je reviens sur la présentation. Voilà, les mots de passe. La vulnérabilité numéro 3, exposition des données sensibles. En fait, nous devons commencer à penser non seulement à ces violations, mais aussi aux lois. Donc, c'est toujours un problème humain. Si on va parler de l'exposition de données sensibles, parce que juste nous n'avons pas la dernière version de TLS, on va pas rater le problème. Ceci concerne l'exposition des enregistrements des données, en fait. Donc, si l'adresse de quelqu'un ou son mot de passe, c'est juste un enregistrement. Mais le RGPD, enfin RGPD pour Règlement général de protection des données, il y a des très lourdes amendes pour ne pas s'y confirmer, en fait. Et nous devons nous assurer que non seulement l'impact était à niveau bas, mais il avait augmenté, mais aussi le nombre d'infractions que nous devons donc nous assurer pour l'exposition des données sensibles concerne le RGPD. Et aussi, il faut s'assurer que les personnes ne disposent pas de bonnes pratiques en matière de protection de vie privée. Ils pensent parce que même les clients s'attendent à ce que vous gérez correctement les données, en fait. Et si on ne le fait pas, même si les lois sur la protection de la vie privée sont faibles, vous allez sûrement perdre des clients. Donc ici, la question qui se pose dans la A3 de l'OASP, est-ce qu'elle couvre, par exemple, mon adresse mail, mon adresse postale, mon prénom, mon nom, qui ne sont pas vraiment des données sensibles, comme par exemple les données de santé ou les opinions politiques, religieuses, etc. Et la réponse est non. C'est juste la combinaison d'une chaîne d'informations, ça devient une information privée. Le fait que quelqu'un ait votre mail, téléphone portable, adresse postale, etc., ça devient absolument sensible. Mais les données en elles-mêmes sont importantes. La combinaison, c'est de ces éléments qui devient sensible. Pour les solutions, j'ai pas fait ça. Pour les solutions, j'ai choisi
Par exemple, adopter une politique de classification des données, chiffrer les données avec des algorithmes robustes et avoir une politique de gestion des clés voilà, avec des clés robustes. Ok, le numéro 4, ça va être un petit peu plus technique, cette vulnérabilité, qui s'appelle le XML External Entity, c'est le XXE, donc l'injection des entités externes XML. C'est une faille de sécurité web qui permet à un attaquant d'interférer avec le traitement des données XML par une application. Donc elle permet souvent à un attaquant de visualiser les fichiers sur le système de fichiers du serveur d'application et interagir avec tout système interne ou externe auquel l'application elle-même peut accéder. Donc, dans certaines solutions, un attaquant peut lancer une attaque XXE pour compromettre le serveur sous-jacent ou une autre infra de base, juste en exploitant la vulnérabilité XXE. Et il peut effectuer des attaques SSRS. C'est ce qu'on va voir après dans la démonstration, à la fin de cette présentation. Donc, OK, comment peut-on détecter les vulnérabilités XXE? Donc, certaines applications utilisent le format XML pour transmettre les données entre le client et le serveur. Donc, les applications qu'ils font utilisent pratiquement toujours une bibliothèque standard ou une API pour traiter les données XML sur le serveur. Les vulnérabilités donc surviennent parce que la spécification XML contient diverses caractéristiques potentiellement dangereuses. Et ce qu'on appelle les parseurs ou les analyseurs standards prennent en charge ces caractéristiques, même si elles ne sont pas normalement utilisées par l'application. Donc, les entités externes, ce sont des entités, entre parenthèses, personnalisées, dont les valeurs définies sont chargées depuis l'extérieur. Donc, l'extérieur de la DTT, on appelle la DTT Document Type Definition. Aussi, je vous montrerai un exemple après dans la démonstration pour que vous compreniez mieux. Donc, OK. Et puis, ces entités externes sont particulièrement intéressantes du point de vue sécurité parce qu'elles permettent justement de définir une entité en fonction du contenu d'un chemin de fichier ou une URL dans le serveur qui héberge l'application. Pour les différents types d'attaques XXE, on peut exploiter l'XXE pour récupérer des fichiers sur le serveur. On peut exploiter pour effectuer des attaques SSRF, justement, c'est le sujet de notre démonstration à la fin. Et aussi à les builds XXE pour récupérer les données par le biais d'un message d'erreur, en fait, où l'attaquant il peut déclencher juste explicitement un message d'erreur et pour avoir justement des données sensibles. Et pour la partie prévention, en général, il suffit de désactiver la résolution des entités externes, en fait. Et juste désactiver aussi les X-include. Je pense que cette faille, personnellement, je pense qu'elle va disparaître parce que dans le prochain top 10 de l'OAS, parce qu'elle est trop facile à corriger. Cela peut généralement être fait juste via les options. Juste, il faut consulter la doc de la bibliothèque d'analyse XML ou de l'API pour savoir comment désactiver ces fonctionnalités qui ne sont pas utilisées en fait. Ok, donc la A5, Broken Access Control. Donc le problème qu'on a avec le contrôle d'accès, c'est qu'il n'est pas détectable par les outils SAST et DAST. Enfin, SAST pour Static Application Security Testing. Et DAST, c'est Dynamic Application Security Testing. Ces outils ne comprennent pas le contrôle d'accès. Et parce que c'est comme une logique métier, en fait. Donc, ils peuvent détecter l'absence de contrôle d'accès, mais ils ne peuvent pas dire que si c'est bien implémenté ou pas. Et la solution, c'est qu'il faut améliorer la fonctionnalité, la vue, le modèle, tout en s'adaptant à la logique métier de l'application. Donc, nous devons assurer que la logique métier ait aussi un contrôle d'accès pour faire en sorte que la personne accède justement et seulement aux données autorisées. Pour les mesures... Oussem, j'ai une petite question là, qui fait un peu débat là, dans le chat. Alors, Adrien, si tu peux préciser à quelle règle tu parles. Adrien qui demande si c'était une forme de man in the middle, qui réagit en disant que c'est une faille d'application. Adrien qui dit que ce serait plutôt une attaque directe dans le sens où on a un équipement par personne qui modifie une requête ou une trame.
Sur quelle règle d'OAS tu parlais, Adrien, à ce niveau-là? J'ai pas bien entendu la question en fait. Ah, attends, je vais voir qu'Adrien, il faudrait que tu réactives. Parce que je peux pas accéder au chat. Ouais. Adrien, si tu peux réactiver ton micro et nous préciser un peu la question que tu souhaitais poser là. Adrien. Ah, je pense qu'il est parti chercher. Ah, vas-y. Ah, d'accord. Vas-y, Adrien, on t'écoute si tu nous entends. Bon, écoute, on n'entend pas Adrien. Ce que je propose aussi, c'est qu'on va continuer pour garder le timing. Voilà. On regardera le timing et puis Adrien reviendra pour poser la question après. Vas-y. Ok, ça marche. Ok. Donc, je disais pour mes heures de protection, j'ai choisi 3 parmi plusieurs. Donc, c'est voilà, appliquer le principe de moindre privilège, utiliser les JSON Web Token pour gérer les sessions, enfin, la séparation des métadonnées, désactiver par exemple la liste des répertoires sur le backend du serveur. Ok, passons maintenant à la A6, Security Misconfiguration. Enfin, la mauvaise configuration de sécurité est toujours dans le top 10 de l'OASP parce que cette vulnérabilité a toujours été découverte en utilisant des techniques de reconnaissance passive. Et l'impact de cela, enfin, avant ça, j'explique déjà ce que c'est la reconnaissance passive. En fait, c'est le fait de découvrir la faille ou la faiblesse sans interagir avec la cible, en utilisant juste des ressources publiques. Par exemple, donc, vous accédez à un site web et vous voyez une en-tête mal configurée. Donc voilà, c'est un résultat passif. Je veux dire par en-tête mal configurée, c'est que, par exemple, la en-tête a été envoyée par le serveur. Aussi TLS, si vous avez des chiffrements faibles ou une fonction d'affichage obsolète, etc. C'est ça la configuration, enfin, la mauvaise configuration de sécurité. Pour remédier à ça, nous avons plusieurs outils et l'avantage de ces outils, c'est qu'ils peuvent être intégrés au CI et CD, enfin Continuous Integration et Continuous Delivery. Et ça va aider à surmonter le problème. Exemple, l'outil Dependency Check de l'OASP, c'est un excellent outil qui permet de revoir les dépendances. Ok, la fameuse XCSS, c'est ma meilleure faille. En fait, j'ai défini ce que c'est l'XCSS, le Cross-Site Scripting. C'est une faille de sécurité web qui permet à un attaquant de compromettre les interactions avec les utilisateurs ou avec une application vulnérable. Donc, il permet à un attaquant de contourner la même politique d'origine qui est conçue pour séparer les différents sites web les uns des autres. Enfin, la vulnérabilité de type XCSS permet normalement à un attaquant de se faire passer pour un utilisateur victime, d'effectuer toutes les actions que l'utilisateur est capable d'effectuer et accéder à toutes les données de l'utilisateur. Et si, par exemple, l'utilisateur victime dispose d'un accès privilégié à l'intérieur de l'application, l'attaquant peut donc obtenir un contrôle total sur toutes les fonctionnalités et les données de l'application. Donc, comment fonctionne l'XCSS? Le XCSS fonctionne en fait en manipulant un site web vulnérable afin qu'il renvoie un JavaScript malveillant aux utilisateurs. Lorsque le code malveillant, par exemple, s'exécute sur le navigateur d'une victime, l'attaquant peut justement compromettre totalement son interaction avec l'application. Ok, ça c'est pour la définition. Les types d'attaques XCSS, il y en a 3, il existe 3 principaux types d'attaques XCSS. On va commencer par le reflected, c'est où le script malveillant provient de la requête HTTP en cours. La requête HTTP qui est en cours. Et donc, c'est la variété la plus facile d'XCSS. Donc, elle apparaît lorsqu'une application reçoit des données dans une requête HTTP et inclut ces données dans la réponse immédiate d'une manière non sécurisée. Stored surviennent lorsqu'une application reçoit des données d'une source non fiable et inclut ces données dans ses réponses HTTP ultérieures d'une manière non sécurisée. Ce n'est pas la requête en cours. Donc, cette vulnérabilité le script va être enregistré sur le front ou la base de données de l'application. Donc, les données en question peuvent être soumises à l'application via des requêtes HTTP. Je vous donne un exemple. Des commentaires sur un billet de blog ou des pseudos d'utilisateurs dans un salon de discussion ou
même des coordonnées si on commande des clients. Dans d'autres cas, les données peuvent obtenir d'autres sources non fiables. Par exemple, une application de messagerie qui affiche les messages reçus par SMTP. Une application de marketing aussi qui affiche les messages des réseaux sociaux, ou encore une application de surveillance réseau qui affiche les données de paquets provenant du trafic réseau. En fait. Troisième type, c'est les DOM-based XCSS. C'est là où la vulnérabilité existe dans le code côté client, plutôt que dans le côté serveur. Elle survient lorsqu'une application contient un JavaScript côté client qui traite de manière non sécurisée les données provenant d'une source non fiable, généralement en réécrivant les données dans le DOM. Enfin, DOM, c'est pour Document Object Model. Et généralement, c'est beaucoup plus compliqué à exploiter. Bon, là, j'ai parlé comment on trouve et teste comment on trouve et on teste les applications, enfin les vulnérabilités XCSS. Donc, dans la grande majorité des vulnérabilités XCSS peuvent être trouvées rapidement et de manière fiable, en utilisant juste un scanner de vulnérabilité de type Burp Suite. Le test manuel des XCSS Stored et Reflected implique normalement de soumettre une simple entrée unique, telle qu'une courte, par exemple, chaîne de caractères sous forme d'un script JavaScript, enfin JavaScript. Et à chaque point d'entrée de l'application, il faut identifier chaque endroit où l'entrée est soumise et renvoyée dans les réponses HTTP, et de tester chaque endroit individuellement pour déterminer si l'entrée peut être utilisée pour exécuter un JavaScript arbitraire. La dernière partie des XCSS, c'est comment prévenir les attaques XCSS. Donc, empêcher la création des scripts intersites est trivial dans certains cas, mais peut être beaucoup plus difficile selon la complexité de l'application et la façon en fait, dont elle traite les données contrôlables par l'utilisateur. En général, la prévention efficace de vulnérabilité XCSS est susceptible d'impliquer une combinaison des trois mesures que j'ai mises ici. Enfin, c'est filtrer les données à l'arrivée, donc au moment où l'entrée de l'utilisateur est reçue, filtrer aussi strictement que possible en fonction de ce qui est attendu ou de ce qui est valide. Deuxième mesure, c'est encoder les données à la sortie, au point où les données contrôlables par l'utilisateur sont sorties dans les réponses HTTP. Enfin, coder la sortie pour éviter qu'elle soit interprétée comme un contenu actif. Et selon le contexte de sortie, ça peut nécessiter l'application de faire des combinaisons de codage entre HTML, URL, CSS, etc. Et aussi, la dernière mesure de prévention, c'est utiliser les frameworks, c'est la plus facile, qui échappent automatiquement les XCSS, comme par exemple React.js. OK. La A8, désérialisation non sécurisée. Juste avant de commencer, je vais définir ce que c'est la sérialisation et la désérialisation. La sérialisation, c'est un processus par lequel on change le format d'un objet tout en conservant ses caractéristiques, en fait, afin de juste le rendre transférable plus facilement dans le réseau. La désérialisation, donc, par conséquent, c'est le rétablissement de la forme initiale d'un objet sérialisé. OK. Donc, faut retenir aussi qu'il y a deux types de désérialisation non sécurisée. Il y a l'exécution de commandes à distance et le fait de changer les objets sérialisés pour élever les privilèges ou effectuer comment dire en français, privilege escalation. C'est plus facile pour moi en anglais. Et le problème, c'est que vous faites confiance aux objets comme étant, si on fait confiance aux objets comme n'étant pas falsifiés ou modifiés, c'est là que réside vraiment le problème. Pour des mesures de protection, j'en ai choisi 3 comme d'hab. C'est effectuer des contrôles d'intégrité en mettant en œuvre d'algorithmes de hachage robustes, tels que le SHA-256. Utiliser le principe de moindre privilège, une journalisation et surveillance suffisante en utilisant des outils de type SIEM. SIEM, c'est pour Security Information and Event Management. C'est les outils qui analysent les logs. OK.
Donc la A9, c'est l'utilisation des composants avec des vulnérabilités connues. Essentiellement, nous avons tendance à avoir des composants vulnérables et cela ne devrait jamais être déployé en prod. Je répète, cela ne devrait jamais être déployé en prod. C'est un vrai problème en fait, qui peut être résolu à l'avance dès la phase de conception en utilisant des services CI/CD. Donc les analyseurs de dépendance, comme par exemple le Dependency Check de WASP, qui est gratuit à 100% et open source, peut vérifier et ensuite regarder si les dépendances contiennent par exemple un nœud.js, que ce soit JavaScript, avant de faire un Webpack, ou que ce soit .NET, Java, PHP. Et si vous avez un gestionnaire de paquets, un packet manager, c'est lui qui va chercher les dernières bases de données de vulnérabilité d'une liste. Enfin, je parle de dependency check. Il va essayer par la suite de déterminer si vous avez des correspondances avec ce qu'il voit. Et donc, il va créer une comparaison, et puis selon qu'il soit obsolète ou vulnérable, il donnera un score défiant. Donc, vous pouvez donc configurer votre serveur CI/CD pour qu'il dise si il est vulnérable. Break it, casse-le, laisse pas passer. S'il n'est pas vulnérable et juste obsolète, c'est justement un avertissement. Comme ça, les devs savent qu'ils ont une sorte de problème technique à régler, mais ils ont encore le temps parce que la dépendance n'est pas vulnérable. Et alors que si c'est vulnérable, vous ne devriez même pas le mettre en prod. C'est hors de question. Ok. Passons maintenant à la dernière vulnérabilité de Top 10 de l'Ouest, qui est journalisation et surveillance insuffisante. Donc, juste, je vais commencer par vous parler d'un rapport de Verizon Data Breach qui est sorti en 2018, je crois, et qui montrait le nombre de jours qui séparent les compromissions et les détections. Et il faut savoir c'est combien? La moyenne, c'est 192 jours à peu près. Donc 7 mois entre la détection, enfin la compromission et la détection. C'est énorme, c'est juste énorme. Et donc si aujourd'hui, en 2020, on ne parle pas et on ne mentionne pas l'importance énorme d'analyse des logs, je dis bien l'analyse des journaux des événements, je pense qu'il nous manque une très très grande partie de notre démarche sécurité des systèmes et même des applications web. Voilà. Voilà, une partie de la solution est de mieux surveiller les actifs, donc en mettant en place un système de management des logs, une solution de type SIEM et envisageable, ça va faire l'affaire. Donc un SIEM pour Security Information and Event Management. C'est un outil qui collecte et analyse les logs. Enfin, les logs, c'est les journaux des événements. Ok, donc, ou aussi définir une politique de journalisation robuste avec, par exemple, on va loguer tous les échecs et tentatives échecs de connexion ou la tentative des connexions, ou pas mal, par exemple, comme tout à l'heure, on log, on journalise les erreurs de sérialisation aussi, ça peut être intéressant. Voilà, je crois qu'on a fini avec les top 10 de l'Ouest de 2017. Ok, donc là, nous allons passer à la démonstration, mais avant cela, laissez-moi vous expliquer la vulnérabilité SSRS. Parce qu'elle fait partie, elle fait pas partie en fait du top 10 de l'Ouest, mais je vais l'utiliser pendant la démo. Et je crois qu'elle va faire partie de la prochaine liste de top 10 de l'Ouest de 2020 ou 2021. Donc, ok, c'est bon. Le SSRF, donc Server Side Request Forgery, c'est une faille de sécurité web qui permet à un attaquant d'inciter l'application côté serveur à effectuer des requêtes HTTP vers un domaine arbitraire de son choix. Donc, dans les exemples typiques de SSRF, l'attaquant peut mener le serveur à établir une connexion avec lui-même ou avec d'autres services au sein de l'infra de l'organisation, en fait, ou même avec des systèmes externes. Une attaque SSRF peut souvent entraîner des actions ou des accès non autorisés à des données au sein de l'organisation, soit dans l'application vulnérable elle-même, soit d'autres systèmes back-end avec lesquels l'application peut communiquer. Dans certaines situations, la vulnérabilité
du SSRF peut permettre à l'attaquant d'exécuter aussi des commandes arbitraires. Aussi, les attaques SSRF, ce qu'on va faire dans la démonstration déjà, c'est on va exploiter la relation de confiance pour faire monter en puissance une attaque à partir de l'application vulnérable et effectuer des actions ou des actions non autorisées. Ces relations de confiance peuvent exister, par exemple, sur le serveur lui-même ou par rapport à d'autres systèmes back-end au sein de la même organisation. Donc, il est courant de voir des applications contenant le comportement SSRF ainsi que des défenses visant à empêcher l'exploitation malveillante. Souvent, ces défenses peuvent être contournées. Et parmi ces défenses, on peut utiliser les filtres d'entrée basés sur ce qu'on appelle les blacklists et les whitelists. Ok, donc ça, c'était le SSRF. Et là, on va partir pour la démonstration. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran. C'est bon? Moi, je le vois bien, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Ok, donc voici le lab. Ce qu'on va faire, le lab, il dispose d'une fonction checkstock qui analyse les entrées XML et renvoie toute valeur inattendue dans la réponse. Donc le serveur de lab a cette adresse-là qui est 169.254.169.254. C'est le serveur, c'est la victime. Et ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'exploiter la vulnérabilité XXE pour effectuer une attaque SSRF pour récupérer une clé d'accès secrète IAM à partir des métadonnées. Donc, c'est parti. On va utiliser Burp. Burp, c'est un proxy web. Donc, j'ai accédé au lab. J'espère que j'ai la connexion. Ok, on va aller voir la fonction checkstock. C'est la fonction qui est vulnérable au XXE et SSRF. Je vais juste activer Burp. Donc, toutes les requêtes vont passer par Burp avant d'aller vers le serveur. En fait, je vais tout intercepter. Et là, je vais activer l'interception. Je vais refresh la page, checkstock. Et là, on a intercepté la requête. On voit très bien que l'application utilise XML pour envoyer les données, échanger les données entre le client et le serveur. Donc, je vais faire un CTRL-R, je vais envoyer ça à Repeater. Un Repeater, c'est une fonctionnalité qui nous permet de jouer avec les requêtes, modifier, etc., etc. Ok, donc, juste fais comme ça pour que ça soit plus clair. Ici, je vais essayer de changer, par exemple, le Product ID pour voir ce que ça donne, pour bien voir quand on peut modifier la requête et on reçoit. Oups. Ah oui, je me suis trompé juste ici. Voilà. Et voilà, j'ai mis 2, ça m'a affiché un 200, 200, ok, donc le produit existe bien. J'ai essayé de mettre, je sais pas, un 1230 et normalement il m'a affiché une erreur, bad request. Il n'y a pas, de ce produit dans le stock. Et donc là, on va enchaîner notre attaque. On va initier le DTT, le document type definition avec le doctype. Ici, on va nommer par exemple SSRF. Et puis, on va faire la entité externe. C'est entity. Ça, c'est la déclaration de l'entité externe dans SSRF, dans XXE. En entity, on va l'appeler XXE. Et le mot-clé système, ça c'est pour la déclaration des entités externes dans XML. C'est la syntaxe. Et là, on va mettre l'adresse qui est celle-là. C'est l'adresse de confiance. Je vous ai parlé de la relation de confiance. Donc, c'est une adresse de confiance, l'adresse du serveur. Donc, on peut décider. OK. Et puis, on va fermer déjà l'entité. Et puis, la DTT.
Et puis juste ici, on va changer le numéro de ID par la variable qu'on a déclarée XXE parce qu'elle va nous renvoyer le résultat de SSRS attack. Ok, donc XXE. Et c'est parti, on va essayer. Ah oui, j'ai oublié de fermer ici déjà. Ok, c'est parti. Ah oui, le point virgule, je l'oublie toujours. Et c'est parti. Donc on a reçu une réponse, un valid product ID. Donc on ne retrouve pas le produit, mais il nous renvoie le résultat de cette requête en fait. Là, on va rajouter le dossier latest. Ok, c'est parti. Metadata, le prochain dossier. C'est parti. IAM. Security credentials. Normalement, c'est bon là. Ah non, admin. Admin. Et là, on peut retrouver la clé, enfin la clé secrète. Donc, pour résumer cette démonstration, j'ai combiné deux attaques. L'attaque de XXE, donc qui permet de voilà, récupérer, enfin, utiliser les entités externes de XML pour avoir l'accès à des données confidentielles ou de données non autorisées. Et on a utilisé ici la relation de confiance dans le serveur avec cette adresse-là pour voilà, justement accéder à la donnée qui est la clé d'authentification ici. Donc voilà. Ok. Ok. Là, tu viens de faire un test, comment dire ça? Alors, un test d'intrusion, un test d'attaque? Oui, c'est une sorte de test d'intrusion web. Oui, D'accord. voilà, c'est une test d'intrusion web. Enfin, quand on fait les tests d'intrusion web, généralement, on teste toutes les vulnérabilités de l'OASP et on rajoute une vingtaine. Enfin, je vous montre aussi ce que je fais dans les tests d'intrusion. Je me base sur cette liste. En fait, c'est celle-là. Vous pouvez l'installer, c'est open source Burp Suite. Il vous donne tout. Enfin, je me suis basé aussi pour faire mes slides. Voilà, toutes les vulnérabilités qui existent dans le web, ici avec voilà, la définition, les mesures de protection, avec des liens. Des fois, ils vont mettre des liens vers des POC, proof of concept. Concept. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant comme produit pour ceux qui s'intéressent à la sécurité applicative. Ok, c'est juste ici Target et après tu as une sorte de support de formation ou de cours, en anglais bien sûr, avec toutes les vulnérabilités. Hein. Voilà. Ok. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sem. Merci beaucoup. Ça éclaircit pas mal, effectivement, sur pas mal d'offres et de présentations à faire, je pense, autour de nous et auprès de nos clients. Les micros sont réactivés. Si vous souhaitez poser une question en direct à Oussem, n'hésitez pas. Vous devrez pouvoir réactiver votre micro et poser la question. Ah, moi, je pose mes questions. On a des outils qui permettent de tester l'ensemble des. Là, tu as 10 règles WASP. Est-ce que ça existe un outil qui va tester les 10 règles WASP séparément, conjointement Oui, généralement, tous les outils de type SaaS, DAST qui testent le top 10 de l'OASP, ils se basent sur ça en fait pour tester le top 10 de l'OASP. Par exemple, Checkmarx teste les top 10 de l'OASP, c'est à la base des produits, enfin les produits de type SaaS qui testent tous, c'est la base en fait. C'est les top 10 les plus détectés dans le monde, donc c'est la base. Bien évidemment, ils testent d'autres vulnérabilités, mais ils commencent toujours par tester entre parenthèses grosses vulnérabilités. D'accord. Ok. Mais aussi Burp Suite, durant les tests d'intrusion, ça n'empêche que aussi les pentesters, ils refassent qui refassent les tests après l'analyse statique et dynamique de code. Donc c'est le security by design en fait, c'est toute une chaîne. Donc on commence par les tests statiques, après on enchaîne avec les tests dynamiques, et à la fin quand l'application elle est déployée en prod, enfin pas en prod, quand l'application elle est prête, on enchaîne avec les tests d'intrusion. Donc pour clôturer toute la démarche security by design. Oussem? Oui. Salut, c'est Philippe. Tu vas bien?
Salut Phil. Ouais, ça va et toi? Ouais, moi ça va, merci. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y Mhm. a, il y a maintenant des outils qui D'accord, permettent d'utiliser les Google Docs, mais d'accord. de manière automatique, tu vois, en fait, Mhm. qui lancerait globalement sur un site web l'utilisation de la liste des docs pour trouver de manière globale toutes les vulnérabilités sur un site, ou est-ce que les attaquants sont quand même obligés de le faire manuellement en fait? Normalement, c'est manuellement. On n'a pas un outil qui englobe tous les dorks. Enfin, à ma connaissance, non. À ma Non, il n'y connaissance, a pas? peut-être non. À ma connaissance, hein. Peut-être qu'il en existe, mais moi, je ne connais pas d'application ou de solution qui englobe tous les dorks pour, voilà, justement, automatiser tout ça. D'accord, ok. C'est un peu difficile, à mon avis, mais peut-être avec l'intelligence artificielle, ça peut le faire, mais jusqu'à ce moment-là, à ma connaissance, non. Ok, très bien, je te remercie. Et Mhm. j'avais une autre question, mais Vas-y, vraiment, profite. D'accord, c'est un peu, c'est un peu hors sujet, parce que là, en fait, on voit les failles au niveau développement applicatif, d'accord. avec en fait une priorisation et puis on va dire un degré de traitement après côté développement pour limiter Mhm. les failles. Est-ce Mhm. qu'il existe un peu l'équivalent côté infrastructure, tu sais, pour justement classifier un peu les attaques type middle in the middle ou tu vois, attaque des switches ou des bornes Wi-Fi, tu vois, qui serait un peu l'équivalent de la partie OAuth, mais côté infrastructure, système et réseau. Ah oui, oui, je vois ta question. C'est une très, très bonne question, en fait. Oui, j'aimerais bien. Malheureusement, il n'y en a pas. Enfin, il y a les CVE. On peut se baser sur les Ouais, CVE. ouais. Mais un organisme qui s'occupe justement de ça, enfin, Il je n'y a connais pas. pas, je pense pas. Mais c'est une très très bonne idée, hein. Pourquoi pas, enfin, un organisme peut-être français qui va publier chaque 3 ans la liste des vulnérabilités sur les serveurs ou sur enfin, infra ou sur les équipements les plus détectés. Parce que je crois qu'il y en a de plusieurs, parce que ça sort des centaines de vulnérabilités, surtout sur le système. Et voilà, ça se corrige avec les patchs, tu sais très bien ça. Mhm. C'est pour ça que les gens ils vont pas pensé à faire ce genre de travail, parce qu'avec les patchs, généralement, c'est une vulnérabilité qui apparaît, tu as Mhm. juste 3 ou 4 semaines D'accord. après le patch qui va corriger cette vulnérabilité. Ouais, Donc, ça veut dire alors que quoi? Ouais, ouais, là. dans les devs, ça change. Il y en a plusieurs langages de programmation, il y en a enfin, des applications Mhm. web qui se développent dans le monde entier. C'est pas comme les systèmes où il y a des grosses sociétés qui font ça. Ouais, t'as raison, ouais, c'est plus pertinent de le faire Mm, côté développement, mm, quoi. Ok, mm, mm. très bien, merci. Eh bien, écoutez, si pas d'autres questions, je vais remercier Oussem. On va tous remercier Oussem. Merci à vous. Merci Oussem pour cette présentation. Merci à tous d'avoir participé.